le mouvement anti-Linky progresse dans toute la France. Bon, c'est pas très rapide, mais ça ne peut pas être non plus extrêmement rapide, mais ça progresse, ça avance, si vous voulez. Et donc, je pense que petit à petit, nous allons arriver à avoir un poids qui va faire qu'il y a certainement des choses qui vont se modifier, quoi. Voilà. Alors, d'une part, je voulais recadrer un peu les choses. Il faut être très clair, si vous voulez, c'est une arnaque. Ce compteur est une arnaque financière parce qu'ils ont mis un mode de calcul de vos factures différent qui va augmenter de 20 ou 30%, je ne sais pas si vous voulez, c'est selon les cas. C'est pas fiable, il y a des problèmes d'incendie pour lesquels ils ne sont pas assurés. Et il y a ce problème-là, il y a le problème qu'en fait, c'est une intrusion de notre vie privée à des fins commerciales, puisqu'en fait, toutes les données qui vont être prises vont être revendues, si vous voulez, à des publicitaires, ce qui fait qu'en fait, on va servir d'appât personnalisé. Il y a un problème de santé évident, d'autant que là c'est le 1G, mais ensuite il y a le 2, 3, 4, 5G si vous voulez, qui vont donc avoir une incidence de plus en plus délétère sur notre santé, et nous allons être petit à petit dans un brouillard de radiofréquences, ce qui est potentiellement cancérigène, tel que l'a démontré l'OMS. C'est une arnaque aussi donc au niveau argent, au niveau santé, au niveau de notre vie privée, et puis de surveillance généralisée. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce que vous faites. Depuis quelque temps, ça augmente, vous devez avoir hébergé quelqu'un en plus, sans doute, et ainsi de suite. Mais surtout, je voudrais vous dire, il faut rester ferme, droit dans vos bottes. C'est votre droit de refuser, quoi qu'ils vous disent. Et tout ce qui peut vous dire, si vous voulez, comme quoi c'est obligatoire, que ça va vous coûter plus cher, qui peut vous couper le courant, et je ne sais quoi d'autre, si vous voulez, ne sont que des mensonges. Voilà. Nous sommes dans notre droit. Le problème, c'est qu'on est dans une société où pour que notre droit soit respecté, malheureusement, il faut se battre. Et là, je crois qu'il faut qu'on reste ferme. Donc en réalité, cette partie ici, eh bien, ça va emprisonner les rayons de la pollution électrique. Et ici, le petit fil que je vous montre là, eh bien, on le branche à la Terre. Et le rayonnement électrique va à la Terre. Et là, si vous pouvez me tenir le micro... Voilà, et là je vous fais la démonstration. Si vous voulez qu'ici, vous avez le neutre, la phase, et si je torsade 15 torsades au mètre, si je torsade donc le neutre et la phase, je vais diminuer le rayonnement de la pollution magnétique, parce que la pollution magnétique est encore plus dangereuse pour le corps que la pollution électrique. Voilà, donc la solution c'est ça. Sauf si on a le compteur à l'intérieur. Ça ne change rien. Parce que votre compteur à l'intérieur, si vous voulez, quand vous avez un compteur à l'intérieur, vous avez la même radiation. Mais de toute façon, c'est évolutif, c'est-à-dire que là c'est le G1, ensuite on va voir le G2, le G3, le G4, le G5, si vous voulez, ce qui va supposer également des bornes partout qui vont capter et envoyer des radiofréquences, partout dans la rue. Hein. Je sais que nous, notre proposition, avec Marie-Lise, bien sûr, le collectif, et puis maintenant on connaît M. Dubar, c'est tout simple, donc câblage blindé, et également aurait fallu mettre des compteurs communicants filaires, puisque les villes investissent dans la fibre, et si on avait aujourd'hui mis des compteurs communicants filaires, soit avec la fibre ou la DSL, dans ce cas-là, eh bien, on n'a pas de radiation dans la maison. On n'a pas de pollution électromagnétique dans la maison. Puisque les câblages de vos maisons n'ont pas évolué depuis 50 ans. Ils ont été fabriqués, le cuivre de vos câblages,
ne peut pas supporter plus de 1000 Hz. Hein, et les compteurs G1, la deuxième bande de fréquence, c'est 74 000 Hz. Et à partir du mois de janvier 2017, ils montent le compteur G3. Et le compteur G3, il est plus puissant, mais il y a plus de radiation. Puisque là, on arrive à 90 000. Voilà, donc les câblages, si vous voulez, ils sont non conformes et non blindés. Oui. Voilà. Et en réalité, Enedis, pour ne pas perturber le CPL qu'ils envoient dans les maisons, ils sont obligés d'enlever les filtres bouchons. C'est des montages condensateurs qui filtrent l'électricité. Et pour ne pas perturber le CPL dans les câblages de nos maisons, ils enlèvent les filtres bouchons. Et donc, aujourd'hui, on nous livre de l'électricité plus sale. Oui. Hein, voilà. Alors, de toute façon, comme il n'est pas question qu'on puisse recabler tout, si vous voulez, parce que ça va coûter la peau des fesses, si vous voulez, un recablage avec le blindage. Donc, si vous voulez, il faut se battre pour refuser. On n'a que cette solution-là. Bonsoir, je suis Béatrice du collectif Stop Linky Saint-Lô. Et nous, on a rencontré Enedis à Saint-Lô. Le maire ne se sent pas concerné et on n'est pas assez mobilisé. Mais je voulais poser une question à Maître Durand par rapport justement au refus, à l'incohérence juridique envers Enedis qui dit que c'est obligatoire, qu'il y a une loi parlementaire. Et l'article 28 de la loi 2015-992 qui n'impose aucune sanction en cas de refus. Alors qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il y a une incohérence juridique. C'est du bluff. Il n'y a absolument rien en droit, en tout cas dans les arguments qui ont été relevés par Enedis, qui vous oblige, en tant que particulier, à avoir un compteur communicant. Étant précisé qu'on appelle ça compteur communicant, en réalité, si on regarde bien ce que c'est pas seulement un compteur, c'est un ordinateur, puisqu'il y a un processeur, il y a de la mémoire, il y a des capteurs, et il y a un modem CPL, le fameux CPL, donc courant porteur en ligne. Et donc, en droit, il n'y a absolument rien qui vous oblige à avoir cet objet connecté chez vous, parce que vous avez voulu un des biens essentiels, qui est celui qui est consisté par l'électricité. Le seul objet connecté obligatoire en France, ça a été jugé par le Conseil constitutionnel en 2010, c'était les bracelets électroniques pour les détenus condamnés, mais vous faites plutôt partie de la catégorie des personnes libres, et c'est à ce titre-là, en tout cas, que vous prenez l'électricité. Donc il n'y a rien en droit qui vous oblige à avoir ce compteur. Cette loi parlementaire, Enedis, le délégué territorial, M. de Boutray, on l'a dit plusieurs fois, il se retranche derrière cette loi parlementaire. Le maire de Saint-Lô nous a dit la même chose. Mais qu'est-ce qu'il en est de cette loi parlementaire alors? Je ne me fierais pas, si j'étais vous, aux arguments adverses exclusivement. Vous savez, j'aimerais bien avoir des réponses. Il se retranche derrière quelle loi en fait? Il se retranche également derrière une directive européenne. C'est une directive, c'est pas une obligation. Là, alors, il y a des directives qui peuvent donner des obligations. C'est un mécanisme particulier en droit qu'on appelle l'effet direct horizontal. Je ne rentre pas dans les détails, mais la directive en cause, sur le déploiement des compteurs en Europe, elle n'a pas d'effet direct horizontal. Donc elle ne peut pas obliger une entreprise privée, fût-elle chargée de l'exécution d'un service public, face à des particuliers. C'est un effet qui n'existe pas dans cette directive. Et ça a été confirmé d'ailleurs par une référence qu'on a mise dans le, je sais pas si c'est le communiqué là. Non, ça c'est pas le communiqué. On vous a mis la référence sur le communiqué pour l'invitation à la réunion d'une lettre d'un des directeurs chargés de cette directive à la Commission européenne et qui explique que les États ont la totale faculté d'opter ou pas pour le caractère obligatoire, ce qui, en l'état actuel du droit français, n'a pas été fait. Le directeur général de l'énergie à la Commission européenne dément que le LINKI soit une obligation de l'Union européenne. Donc c'était publié par l'association ACEQV le 11 août 2017, et l'extrait pertinent de la lettre, c'est les États membres, donc la France, ont toute latitude pour statuer sur le caractère obligatoire ou facultatif du déploiement sur le territoire. Voilà, je pense que c'est vraiment un point essentiel. Il n'y a pas d'obligation en droit, jusqu'à ce qu'un juge dise le contraire, parce que telle interprétation proposée par Enedis serait valable, mais aujourd'hui, on n'a aucun cas. L'Assemblée parlementaire n'a rien voté. Les parlementaires n'ont rien voté. Pas de caractère obligatoire. Alors, pour aller plus loin, il y a une sanction qui était prévue, qui était une amende de 1 500 € en cas de refus, donc une amende de nature pénale,
et il a été estimé que ça ne passerait pas l'examen au Conseil constitutionnel, et donc cette proposition a d'elle-même été retirée avant d'être sanctionnée. Donc il n'y a pas cette amende de 1 500 €. J'en parle parce que je sais qu'il y a certains particuliers qui ont eu écho de ça, et parfois ça fait partie des menaces qui sont proférées par les uns par les autres. Cette proposition-là n'a pas été votée. Moi, je suis Marie-Lise Sabat. On a monté le collectif Stop Linky Calvados il y a 1 an, à peu près, au mois d'octobre, à Hérouville-Saint-Clair. On est aujourd'hui fort de plus de 700 membres, ce qui est quand même assez considérable, sachant que c'était une mobilisation très très importante. On a commencé à 10 dans le fond d'une salle d'Hérouville, il y a moins d'1 an. Si je dis tout ça, c'est simplement parce qu'on a mis en place des outils tout simples. Vous êtes très nombreux ce soir et on vous en remercie. Et on vous invite à dupliquer tout ce que vous allez apprendre ce soir par rapport à l'ensemble des personnes que vous pouvez côtoyer. Pour ça, nous, au collectif, on a mis en place un répertoire qui est classé par commune et qui vous permet d'être en contact avec vos voisins, des amis, des connaissances, etc., qui eux aussi s'engagent contre le collectif, et ensemble, on est forcément plus fort. Donc je ne sais pas comment ça a été prévu ici, si vous devez laisser vos coordonnées pour pouvoir être contacté, mais c'est un des plus sûrs moyens d'ancrer la mobilisation et de viraliser, en se servant des réseaux sociaux, etc., tout ce qui est à votre portée, en ne se décourageant jamais vis-à-vis de la presse, ni de la radio, ni quoi que ce soit, et surtout en ne pliant jamais devant les contre-vérités prouvées d'Enedis. Donc, en ce qui concerne notre apprentissage, on est parti de rien, comme vous aujourd'hui. On a d'abord compris qu'il s'agissait donc d'une directive européenne dont on parlait tout à l'heure, qui a été transcrite en droit français. C'est-à-dire que ça ne nous arrive pas en direct de l'Europe, mais que ce sont nos dirigeants qui l'ont accepté. Ça a été fait sous le temps de M. Sarkozy, puis ça a été entériné ensuite avec M. Hollande, et ça continuera avec M. Macron. Donc, comme le rappelait Maître Durand tout à l'heure, chaque État membre a la liberté de décider si dans son pays c'est obligatoire ou facultatif. À tel point qu'aux Pays-Bas, par exemple, le Sénat est réintervenu. Ils avaient exactement la même procédure que la nôtre, et finalement c'est repassé au Sénat des Pays-Bas pour justement finaliser le fait que désormais les citoyens des Pays-Bas peuvent le refuser. Donc nous, notre combat, c'est ça aussi, c'est arriver à interpeller nos politiques, les législatifs, pour qu'ils puissent prendre le dossier en main et faire quelque chose de concret au niveau de la partie législative. Mais pour l'instant, on est loin d'y être arrivé. Donc ensuite, après cette directive qui a été transcrite en droit français, elle est donc devenue une loi du 18 août 2015 de transition énergétique pour la croissance verte. Donc on l'a étudié. On a également un courrier du préfet du Calvados qui est daté de janvier 2017, qui a été adressé à M. Bruno, le maire de Caen, disant que l'obligation d'un compteur communicant, et non pas Linky, c'est toute la différence, sera effective à partir de la fin du déploiement, c'est-à-dire décembre 2021. Avant cette date, nous sommes dans notre droit pour refuser ce compteur Linky. Et sans avoir à chercher midi à 14h, c'est notre droit, point. Alors, attendez. Ensuite, nous avons donc été obligés d'attendre le rapport de l'ANSES, qui était espéré par plein de communes qui attendaient ce rapport de l'ANSES pour se positionner pour ou contre, ou émettre un vœu ou un moratoire ou autre chose, une délibération contre le compteur. Le rapport de l'ANSES n'est paru qu'en décembre 2016. Décembre 2016. Donc ça, c'est un rapport de 140 pages qu'on a étudié dans le détail, avec écrit le fait que ce n'était pas un rapport conclusif et qu'il y aurait d'autres rapports à suivre, ce qui a été fait, sachant que tous les journalistes se sont emparés de ce rapport et simplement de la conclusion qui disait qu'en l'état actuel du déploiement, il n'y avait pas ou peu de risques sanitaires. Sachant qu'au moment où les mesures ont été faites, elles ont été faites sur des Linky de première génération, donc G1, non installés en grappe, et pas sur du G3 à forte puissance comme c'est le cas aujourd'hui. Et simplement un seul compteur a été mesuré in situ, c'est-à-dire dans une habitation. Les autres ont été testés dans des laboratoires, dont celui d'Enedis. Donc, quel crédit peut-on apporter à ça? Pour nous, c'est largement insuffisant. C'est pour ça qu'on attendait le rapport du CSTB, donc le Centre scientifique de la technique du bâtiment, qui, lui, nous prouve qu'on avait largement raison sur tout ce qu'on disait depuis longtemps,
à savoir que le courant porteur en ligne ne s'arrête absolument pas ni au compteur ni au concentrateur. Dans les faits, ça veut dire que votre voisin a un compteur Linky, vous n'en avez pas, mais vous avez quand même la nuisance du courant porteur en ligne qui passe à travers l'habitation et qui arrive chez vous. Donc ça, c'est prouvé et écrit noir sur blanc dans le rapport du CSTB. Donc c'est pas quelque chose d'anodin. Ça date de février 2017. Ensuite, nous avons eu le rapport du CGEDD de janvier 2007 qui confirme, et ça c'est très important, l'inexistence d'un gain pour le consommateur dans la maîtrise de ses dépenses d'énergie. Le gain ne peut être acquis qu'à partir du moment où vous aurez un boîtier qui sera muni d'un émetteur radio Linky, c'est-à-dire un ajout par rapport à votre compteur communicant. Cet ajout ne fonctionne pas sur la même technologie que le compteur. Il utilise une manière de transmettre sur des fréquences qui sont équivalentes à celles du micro-ondes. Donc c'est quelque chose de très nocif, dans la mesure où l'ANSES, toujours en juillet 2017, a préconisé la non-exposition des enfants de moins de 3 ans dans les crèches, justement par rapport au Wi-Fi. Là, s'agissant d'une technologie similaire, on est en train de nous dire que le boîtier ERL pourra utiliser cette technologie dans notre habitation H24, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le débrancher. Et que c'est simplement grâce à ce boîtier qui aujourd'hui équipe moins d'1% des compteurs communicants installés de type Linky qu'on pourra effectivement surveiller sa consommation, piloter les objets connectés à distance et permettre à EDF également d'intervenir dans notre intérieur. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à partir du moment où le compteur communicant est en place, avec un boîtier ERL et que vous avez des objets connectés avec des puces RFID qui sont soit dans les radiateurs, soit dans le réfrigérateur, la machine à laver ou autre, un jouet, peu importe, à distance, ils sont en capacité de piloter ces appareils, surtout quand il y a un pic de consommation. Donc ils pourront intervenir à distance pour délester, c'est-à-dire diminuer la puissance et arrêter tous les appareils qui sont trop gourmands. Mon collègue Michel cite souvent à ce moment-là le cas de la voiture qui est en train de se recharger sur une prise électrique dans un garage. Pour ceux qui ont des voitures électriques, si le lendemain matin votre voiture n'a pas suffisamment d'autonomie, c'est pas le constructeur qu'il faudra aller voir pour dire il y a un problème sur le véhicule. Ça viendra uniquement de la partie Enedis qui aura délesté et qui n'aura pas permis de remplir cette batterie à son taux maximum. De la même manière, s'il fait très froid, s'il fait moins 10 et que vous avez envie de chauffer davantage dans votre logement, s'il décide de délester, vous ne pourrez plus agir, vous ne serez plus en capacité de réguler votre chauffage. Donc c'est des choses comme ça qui sont très importantes à savoir. Donc pour expliquer tout ça, donc nous on a fait à peu près une vingtaine de réunions depuis un an. On a également rencontré les élus. Pas plus tard que cette semaine, nous étions devant la commission élargie de la commune de Vire en Normandie, qui n'est pas très éloignée d'ici. Nous avions une 50aine d'élus devant nous et nous sommes intervenus avec un diaporama en expliquant donc tout ce qu'on est en train de vous apprendre ce soir, en expliquant surtout que les citoyens sont excédés de ne pas voir leurs droits respectés, de subir une violence importante, de prendre des risques sanitaires dans la mesure où des compteurs sont mal installés par des techniciens mal formés et qui peuvent engendrer des soucis de sécurité. On a des incendies à répétition, mais on ne sait absolument pas combien de compteurs sont effectivement en cause. On en a eu à Caen aussi sur lesquels on communique. Et ça, c'est absolument impossible par rapport à Enedis. Donc, on n'est pas en capacité de vous dire combien de compteurs sont à l'origine de combien de sinistres. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a effectivement des problèmes de pause avec des compteurs qui ne sont pas installés correctement, puisque les techniciens qui interviennent en sous-traitance peuvent, pour certains, n'avoir que 21 jours de formation. Ils sont recrutés sur le bon coin en CDD. Ce que je voulais dire, c'est que votre contrat d'assurance responsabilité civile, si vous subissez un dommage lié au compteur Linky ou reconnu avec des ondes électromagnétiques, par exemple, il n'y a pas de variation de courant porteur en ligne parce que vous êtes absent et votre congélateur se met en alarme et quand vous rentrez au bout de 15 jours, tout flotte dans le congélateur et tout est perdu. C'est déjà arrivé sur la région parisienne où un habitant n'a pas pu se faire rembourser autrement que 150 €.
Donc, parce que c'est exclu de tous les contrats d'assurance depuis très longtemps, depuis le développement de la téléphonie mobile. Là où ça nous a un petit peu alerté, c'est qu'on s'est dit que dans ces cas-là, les municipalités avaient, elles, les moyens d'intervenir, ce qui est faux, archi faux, puisque les contrats Ville-Assure, par exemple, de Groupama, qui sont largement utilisés par les communautés, excluent elles-mêmes ces mêmes ondes électromagnétiques. Et donc ensuite, on s'est intéressé à Enedis en se disant s'il n'y a pas la collectivité territoriale, Enedis doit être pourvu pour ça. Et en cherchant avec Annie Lobé et d'autres personnes en France, dont Stéphane Lhomme, on s'est rendu compte que le cabis de l'entreprise Enedis, c'est une société de courtage. Ce n'est absolument pas un assureur. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais être déféré devant une instance pour répondre des problèmes qui adviendraient de ça. Son problème à lui, c'est de trouver le meilleur contrat pour des clients. Donc c'est là où se pose le problème. Aujourd'hui, Enedis intervient et répare. Demain, s'il y a multiplication, si les dégâts sont importants, personne n'est en capacité de nous le dire. Et après, les constats d'électrosensibilité, de perte d'emploi, de plein de choses qui découlent de cet état de santé, on ne sait absolument pas qui pourra intervenir. Ensuite, donc, quand on a vu toutes ces incohérences et puis le fait que les refus des habitants, que ce soit par courrier recommandé à leur maire ou à Enedis, n'étaient pas respectés, on a engagé donc une procédure avec des sommations de ne pas faire, qui ne sont pas forcément respectées non plus et qui n'ont pas valeur selon ce qu'on a appris depuis avec les avocats. Au début, on l'a lancé, on ne le savait pas, on était persuadé que ça allait empêcher la pose des compteurs Linky. Donc dans certains cas, c'est respecté et c'est tant mieux, c'est la majorité. Quelques personnes se sont quand même vues poser le compteur Linky malgré la sommation de ne pas faire. Le seul avantage de la sommation de ne pas faire, et qui est reconnu par tous les avocats, c'est que devant la multiplication des refus qui sont engagés en courrier recommandé contre Enedis, à un certain moment, on n'était pas du tout certain qu'Enedis avait bien enregistré les recommandés puisqu'il n'allait plus les chercher et qu'il n'y avait pas de réponse. Donc votre refus n'était pas enregistré. Et donc pour être certain que le refus soit enregistré, de toute façon, on est obligé d'en passer par une sommation de ne pas faire. Donc ça, c'était ce qu'on pensait être une solution. Ensuite, on s'est rendu compte que c'était pas la panacée. Et en cherchant toujours, en faisant une veille sur Internet très importante, puisqu'on passe beaucoup de temps, on n'est pas nombreux au collectif à travailler comme ça, mais on est 5-6. On cherche en permanence tout ce qui peut passer, et c'est ainsi par hasard que je me suis rendue sur le site du cabinet L'Expressia, là où travaille donc Maître Durand, après avoir vu une vidéo d'une personne hypersensible, et j'ai eu la chance de trouver l'onglet qui disait qu'on pouvait l'appeler pour qu'il participe à la réunion. Donc c'est ce qu'on a fait à Caen le 30 juin dernier, où on avait une salle aussi remplie que celle qu'on a ce soir, ce qui est formidable. Et donc on a décidé pour cette action qui doit réunir 1000 personnes en France, de multiplier nos interventions. Donc Maître Durand a la gentillesse de se déplacer partout là où on lui propose de venir, sans prendre d'honoraires, uniquement en comptant sur notre participation bénévole et puis sur ce que vous pouvez laisser comme au bol dans une petite boîte, je ne sais pas s'il y en a une de prévue, simplement pour 1 euro, 2 euros, et tout ça, ça paye donc nos frais de route, que ce soit pour Maître Durand ou pour nous-mêmes, qui nous déplaçons partout. Donc à partir de là, je vais laisser la parole à Maître Durand, qui lui va vous présenter l'action en tant que telle et répondre ensuite à vos questions. Donc étant donné qu'on est assez nombreux, qu'on a commencé en retard, ce dont on est désolé, on ne peut pas prendre des questions qui concernent des cas particuliers simplement sur un courrier que vous auriez reçu ou autre. Les questions seront forcément en rapport direct avec l'action collective qu'on compte engager avec vous. Voilà, je vous remercie. Donc vous m'avez demandé de présenter l'action et de dire pourquoi j'avais fait le choix de conduire cette action. Bon, déjà, je suis pas tout seul, on est 3 avocats du barreau de Paris à la mener. Il y a mon confrère Christophe Lecvac, que vous trouvez normalement également sur les dépliants qui ont été produits par les collectifs, qui lui a l'habitude des procès collectifs, ce qu'on appelle les class action, un petit peu les versions françaises. Et il y a Catherine Sleper, qui est plus sur ce qui est droit de la santé. Moi, pour ma part, j'ai une grande expérience des procès en électricité, c'est-à-dire que je travaille essentiellement sur des affaires très techniques
en droit des brevets, notamment dans l'électricité. Et j'ai vu que dans cette affaire avec Enedis, il y avait beaucoup de fumée qui était déployée par l'adversaire sur les questions techniques. Et j'aimerais pouvoir expliquer aux juges, simplement et clairement, ce dont il ressort dans cette affaire d'un point de vue des champs électromagnétiques notamment. Ça, c'est le premier volet de ma motivation. Et le deuxième, c'est qu'à titre personnel, j'ai pu avoir connaissance des dégâts monstrueux que peuvent faire les champs électromagnétiques sur la santé de certaines personnes à court terme. Et c'est avec cette conviction-là que j'ai souhaité défendre les personnes qui nous avaient sollicité. Au départ, elles n'étaient pas très nombreuses. On nous disait, on va encore passer pour des farfelus, nous, les électro-hypersensibles, on va être trois pelés de tondus devant le tribunal à dire on veut pas de ces objets connectés, on va encore nous reprocher qu'on est technophobe. Et on leur dit, mais comme finalement, il y en a beaucoup des électro-hypersensibles. Il y a, par exemple, dans l'étude du professeur Belpomme, il y a rien que cette étude, il y a 1500 cas. Et c'est une étude pour laquelle il a fallu payer assez cher pour que les participants puissent passer des tests médicaux. Donc elle est déjà elle-même très filtrée. Et en réalité, il y a sûrement beaucoup plus de personnes que ça. Il y en a encore davantage qui peut s'expliquer par le fait que quand on voit des personnes électro-hypersensibles qui ont résolu certains problèmes de santé, certaines ont eu une errance médicale de 5 ans, 10 ans, parfois 20 ans, à essayer tout un tas de solutions thérapeutiques qui n'ont pas fonctionné. Et le jour où elles ont fait le lien entre leur pathologie et des surexpositions à certains champs électromagnétiques, elles ont résolu leurs soucis très rapidement. Et leurs soucis reviennent quand elles sont trop exposées aux champs électromagnétiques. Et donc, ces personnes-là sont très nombreuses, et c'est pour ça qu'on leur a proposé de dire mais pourquoi on ne ferait pas une class action un peu plus grande avec davantage de personnes et en prenant aussi en compte les gens qui ont d'autres motifs de refus, celui qui est notamment le respect de la vie privée. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, il n'est pas question, en droit en tout cas, de laisser une société privée qui déclare qu'elle veut devenir un opérateur big data, installé sur la ligne électrique qui est la fourniture d'un bien essentiel comme l'eau, un capteur qui a beaucoup de fonctions, il en a tellement qu'elles ne sont pas toutes encore définies puisque votre adversaire vous déclare que ce compteur est reprogrammable à distance et qu'ils pourront notamment s'adapter aux besoins des startups qui interviendront et qui pourront développer telle ou telle solution commerciale. Alors ça peut être sur les tarifs de l'électricité, ça peut être sur d'autres aspects, notamment le délestage, mais on a vu que la propension pouvait aller très loin parce que certains chercheurs nous expliquent qu'avec le taux d'échantillonnage du matériel qui est à l'intérieur du compteur, c'est-à-dire que c'est un capteur qui relève l'électricité extrêmement rapidement. Quand on vous dit c'est que toutes les 10 minutes ou les 30 minutes, ça c'est la moyenne qui est faite. Mais la capacité du compteur, elle est bien au-delà. Et on peut par exemple savoir quel appareil fonctionne, on peut éventuellement savoir quel type de films sont regardés à la télé, on peut déduire tout un tas d'informations de la vie électrique du foyer, et par là porter atteinte à la vie privée. Et ce que j'ai compris des demandeurs, c'est qu'il y avait cet aspect-là qui était très important. Mais j'en profite d'ailleurs, si vous voulez bien, pour faire juste un bref sondage à main levée pour savoir un petit peu quel aspect je dois développer et comment. C'est entre vie privée, si vous ne deviez faire qu'un choix, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur les deux, vie privée et santé. Si vous ne deviez faire qu'un choix, quel est votre choix prioritaire, santé ou vie privée? Donc je vais demander aux personnes qui s'opposent notamment au compteur Linky pour des raisons de santé, juste de lever la main. Ah oui, c'est quand même important, d'accord. Et sur la vie privée en premier plan? D'accord, très bien. Un petit peu moins, mais quand même un certain nombre de personnes. Donc on est en train de bien développer les deux. Ceci dit, je ne développerai pas beaucoup davantage de motifs, parce que c'est vrai que les collectifs, vous avez une liberté qui est plus importante sur des problèmes de société que vous pouvez soulever. Nous, on a des contraintes en tant qu'avocats qui vont être juridiques, qui vont être des contraintes de procédure. On ne va pas pouvoir développer autant de motifs. Non pas qu'ils soient forcément erronés, mais que dans le cadre de ce référé-là, on ne va pas forcément pouvoir. C'est l'exemple des incendies. Prouver qu'un incendie a eu lieu à cause de tel compteur, ça demande une expertise précise, c'est une action qui est davantage individuelle, et on peut difficilement attaquer Enedis pour prévenir d'un risque d'incendie général pour tous les gens qui ont le compteur Linky, alors qu'a priori, ça ne viendrait pas directement du compteur lui-même, mais notamment des techniques de pause. Donc si c'est juste pour obtenir, en dehors de l'indemnité du juge, une décision qui dit bah, vous reposez mieux ce compteur, c'est pas ce que vous souhaitez. Vous souhaitez que ce compteur soit déposé ou pour le moins désactivé.
C'est pour ça qu'on développe pas beaucoup plus de motifs. Alors on a quand même 2 petits motifs annexes en plus qui sont sujets à caution, mais qu'on pourra éventuellement développer en fonction des preuves qu'on va pouvoir réunir avec vous, parce que c'est une procédure qui est participative. C'est la facturation, la surfacturation, qui est décriée par certaines personnes et c'est relayé dans la presse, de gens qui, a priori, en ne consommant pas davantage, ont vu leur facture augmenter de 50%, de 100%, et ce sont éventuellement les pannes. Voilà. Mais donc les 2 motifs essentiels de cette procédure, c'est bien la santé et la vie privée. Pour vous présenter cette action, donc j'aimerais rappeler que c'est un procès, donc c'est pas une pétition, c'est pas une dénonciation, c'est pas la sollicitation d'un ALU, etc. Ça, ce sont des moyens essentiels et complémentaires à votre combat. Mais l'action, elle se situe sur un autre terrain. Elle est sur le terrain juridique, celui de la saisine d'un juge qui va trancher effectivement en urgence. Alors l'urgence au sens judiciaire du terme, c'est pas toujours le même sens que dans le langage courant. Dans le cadre de ce procès, donc effectivement, les inscriptions, donc, en principe, sont ouvertes jusqu'au 20 octobre pour une saisine du juge en décembre, avec une décision, donc, a priori, début 2018. Maintenant, il y a quand même une étape avant de négociation. Alors, ce que je disais l'autre fois à Caen, je sais que les demandeurs sont en général un peu irrités quand on parle de négociation avec Enedis, quand on voit ce qui se passe en termes de pause forcée, mais c'est une étape quand même obligée. D'ailleurs, la loi maintenant, sans vraiment le sanctionner, nous oblige à passer par là. C'est une étape importante. Si l'adversaire vous consentez ce que vous voulez obtenir devant le juge et qu'il était prêt à signer un document qui aurait la même valeur qu'un jugement, ce qu'on appelle une transaction en droit, il n'y aurait plus d'intérêt à aller en justice. J'ai un petit pressentiment, c'est que ça ne va pas se passer comme ça, mais je préfère quand même prévenir qu'il y a cette possibilité. C'est ce qui s'était passé dans le procès AZF avec Christophe Legvac, dans le procès sur les irradiés de Toulouse, où l'assureur avait décidé de rembourser, d'indemniser toutes les victimes des mauvais réglages de l'appareil de radiothérapie, sans contester l'existence du mauvais montage, en l'occurrence de cet appareil, à condition que les personnes concernées produisent une expertise qui montrait que leurs symptômes étaient bien liés au réglage en cause, en montrant que voilà, c'est depuis qu'ils avaient été surirradiés qu'il y avait eu telle ou telle conséquence. Donc à ce moment-là, il n'y avait plus de raison de faire un procès, parce que quand vous faites un procès, on m'a demandé aussi de parler des chances de succès, c'est pas garanti à tous les coups. Moi, je suis pas là pour vous faire croire que c'est sûr que c'est un événement. On a établi ce qu'on appelle un pourcentage de succès qui est à 85%. Par rapport aux arguments avancés, notamment ce qu'on a discuté tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a pas d'obligation en droit d'avoir ce compteur, et aussi par rapport au fait que certaines personnes tombent malades. Ce qui nous a fait augmenter de 5% à la fin, c'est qu'il y avait un doctrinaire, un professeur de droit très réputé, ancien doyen de la faculté de Nancy, qui s'appelle le professeur Olivier Cachard, et qui a publié un article récemment, si des personnes un peu juristes sont intéressées, je pourrais leur donner les références après la réunion, qui fait toute une checklist et une explication juridique de pourquoi ces compteurs ne sont pas obligatoires et pourquoi le consommateur peut les refuser. Voilà ce que je peux vous dire sur le procès. Bon, vous avez compris que c'était une class action, donc à la française, qu'on appelle une action conjointe, qui est conçue donc pour 1 millier de demandeurs. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 285 à peu près. Quand on a fait la réunion à Caen, on était à 175. Aujourd'hui, c'était une très grosse journée d'inscription parce qu'on a une publication qui est sortie donc dans Alternative Santé sur l'action. Il y a la mobilisation qui se fait ici avec de nombreux collectifs, et ce matin il y avait aussi à Arveuil, Malmaison, en région parisienne, des personnes de collectifs qui avaient fait le choix d'aller informer les habitants. Voilà. Vous avez une question? Non, j'ai une information aussi complémentaire. Donc j'ai été contactée aujourd'hui même par téléphone par un collectif Stop Linky en Seine-Maritime qui demande à organiser une réunion avec vous. Donc là, c'est confirmé entre Tourville, la Rivière et Saint-Pierre-les-Elbeufs. Donc il faut que je recontacte cette personne-là et que je lui propose une date. Donc ça, c'est enclenché. Okay. Et je pense que vous m'aviez dit avoir des contacts dans le sud aussi. Okay. Donc moi, j'ai fait passer l'information de l'action sur l'ensemble des adresses e-mail de tous les collectifs en France que j'avais pu recevoir par notre veille Internet. Donc j'ai eu un collectif qui m'a répondu en disant qu'ils étaient en train de réfléchir et qu'ils prendraient une décision également par rapport à ça. Donc notre intérêt, c'est aussi de relayer, c'est ce que je vous disais en introduction,
on est des passeurs d'informations. Il ne faut pas que ça reste à votre niveau ou au nôtre. Hein. Il faut que ça circule. Vous avez tous des personnes de votre famille qui sont dans un autre coin de France, hein, qui peuvent être confrontées à ça tout de suite ou plus tard. Et c'est votre devoir à vous aussi de les informer. Et vous devez alerter vos responsables locaux. Donc le maire est propriétaire des compteurs avec l'article 322.4 du Code de l'énergie, même si la tendance aujourd'hui est à ce que certains syndicats d'électricité essayent de confisquer la propriété, ce qui avait déjà été tenté et qui avait été dénoncé par l'Association des maires de France. Mais je peux vous assurer qu'il faut continuer à mobiliser vos maires et leur apporter votre soutien également, parce qu'il leur faut beaucoup de courage politique également pour arriver à contrer Enedis au même titre que le particulier. Ils ont des pressions énormes. Ma question par rapport à ça était de savoir si, à la date prévue, nous n'avons pas les 1000 personnes, que devient-il de cette action collective? Quels sont les choix qui nous sont proposés ensuite? Alors effectivement, c'est un point essentiel, c'est une action qui marche beaucoup avec le bouche à oreille. On aurait pu faire le choix de défendre que quelques personnes, ça coûte 3 000 euros par personne, et pour nous c'était bon, mais c'était pas le choix qu'on a fait. On a voulu montrer que c'était un phénomène important et permettre à davantage de personnes d'accéder à cette défense par un avocat devant un tribunal. C'est le fait d'être 1000, c'est ça qui permet de faire une action à un coût extrêmement modeste, qui fait un tarif de base, donc vous l'aviez présenté je crois dans les tracts, qui était de 48 euros. On reparlera après de la détermination de ce montant en fonction des événements qui peuvent se passer dans la procédure. Si au 20 octobre il n'y a pas 1000 personnes, eh ben, ça vous donne du travail pour parler davantage de l'action, mais on va réfléchir à deux propositions. Moi je ne peux pas trancher maintenant tout seul parce qu'on travaille en équipe. Il y a deux options qui sont mentionnées dans le contrat que vous signez d'ailleurs quand vous souscrivez à l'action. Soit on vous propose de payer un peu plus cher l'action, en fonction un montant qu'on déterminera en fonction du nombre de personnes inscrites, soit de reporter la date de fin des inscriptions pour qu'il y ait davantage d'inscrits. On verra en fonction du nombre final de personnes. Jusqu'à hier, ça décollait pas trop. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inscrits. C'est encore un paramètre que nous, on maîtrise pas, et c'est pas notre métier de maîtriser ce genre de phénomènes sociaux. Donc, il y a un aléa, mais il y a quand même encore jusqu'au 20 octobre pour s'inscrire. Étant précisé que la procédure actuelle d'inscription, alors je précise qu'on n'est pas Google, on n'est pas Facebook, donc c'est un cabinet d'avocats qui monte ces procédures d'inscription. Et donc il y a certaines personnes qui ont eu des difficultés à s'inscrire parce qu'on recevait un email, il y avait un lien qu'il fallait valider, mais qui n'était pas forcément sous la forme de lien, il fallait le copier-coller, enfin c'était pour certaines personnes un peu complexe. Et donc cette procédure d'inscription, elle est simplifiée dans les jours à venir, là, et ça va permettre à davantage de personnes qui sont sur une sorte de liste d'attente de s'inscrire. Étant précisé aussi qu'il y a une procédure d'inscription par voie postale pour les personnes notamment électro-hypersensibles ou personnes âgées, ou les deux, qui ne peuvent pas s'inscrire par Internet. Je crois que vous voulez un mot à dire là-dessus d'ailleurs, parce que les collectifs ne peuvent pas inscrire tout le monde, je crois. Oui, j'ai déjà abordé cette question-là lors de la réunion de Caen. Lorsque nous avons lancé la procédure des sommations de ne pas faire, j'ai décidé de prendre le dossier à bras-le-corps, et c'est moi qui ai fait l'interface entre l'huissier et les habitants. C'est-à-dire que j'ai envoyé un petit peu plus de 200 dossiers de sommation depuis moins d'1 an, et j'ai suivi l'ensemble des dossiers point par point, un par un, en les épluchant de telle manière d'être sûr que les dossiers soient complets, qu'ils soient avec les bons documents, qu'ils soient paraphés, etc. Et je transmettais même sur mon adresse mail pour les personnes qui n'avaient pas d'adresse Internet. C'est un boulot considérable que je ne regrette pas d'avoir fait. Au contraire, je suis contente d'avoir participé à la défense de mes semblables. Par contre, ce qui est certain, c'est que je ne recommencerai pas à faire l'interface par rapport à cette action collective. Non pas qu'elle ne soit pas intéressante, bien au contraire, sinon je ne serais pas là ce soir. Mais je refuse, moi et les membres de mon collectif, d'assumer cette partie parce que c'est à vous également de vous engager. C'est votre décision personnelle. Ce sont vos documents personnels que vous allez devoir produire, à savoir une facture d'électricité, une pièce d'identité, un chèque. Ce n'est en aucun cas moi qui vais prendre cette responsabilité et qui vais pouvoir gérer.
Pour être tout à fait clair, j'ai une personne de Caen qui m'a envoyé un courrier la semaine dernière auquel je n'ai pas répondu. J'avais pourtant précisé le 30 juin à Caen que je ne prendrais pas en compte cette action collective et qu'il fallait s'adresser directement au cabinet L'Expressia. J'ai reçu une lettre d'une dame hypersensible qui a fait un don à l'association avec laquelle on travaille et qui me demande d'instruire le dossier, de la contacter, etc. Donc ça, je le refuse catégoriquement. Je n'en ai pas la capacité. Je travaille à temps plein. Je travaille 39 heures par semaine. Je passe des heures et des heures et des heures à m'occuper du collectif en plus et je ne prendrai pas cette responsabilité-là en plus. Donc ça, je suis très claire, ce sera retourné à l'expéditeur avec un petit mot gentil, mais je n'appellerai pas et je ne m'occuperai pas du dossier. De la même façon que je l'ai fait sur les tracts, au tout début, j'ai mis mon numéro de téléphone partout, parce qu'il fallait qu'on viralise, il fallait qu'on monte en puissance, il fallait qu'on soit nombreux. Et c'est comme ça aussi par le bouche à oreille et les contacts téléphoniques, mails et autres que j'ai réussi à fédérer avec mes collègues. Ici, le même travail est fait dans la Manche. Les prochains tracts ne figureront plus mon numéro de téléphone. Je ne peux pas être harcelée pendant mon temps de travail de 5 ou 6 appels par jour et devoir, après mon temps de travail, passer 1 heure à la maison pour rappeler chacun et répéter tout le temps la même chose. Après, c'est pas une procédure qui fait que je punis qui que ce soit. À la place de ça, et je l'ai mis à l'écran, vous pouvez peut-être le voir sur l'écran qui est derrière moi, j'ai créé un site internet qui s'appelle https://rcen.jimdo.com. Ça, RCEN, c'est le nom de l'association citoyenne dont je suis membre à Caen. Et sur ce site internet, vous avez l'ensemble des documents qui concernent Linky que vous pouvez télécharger. Vous avez une partie qui s'appelle bibliothèque. Et vous avez donc les lettres que vous pouvez envoyer au maire, à Enedis, etc. Et tous les documents officiels dont on vous parle, que ce soit le rapport de l'ANSES, le CSTB, etc. Tout est indiqué et mis en téléchargement sur ce site. Vous pouvez donc être entièrement autonome par rapport à ça. Je n'ai pas besoin, moi, de vous les envoyer. Vous pouvez écrire par contre sur cette adresse mail-là et je répondrai à chacun des messages qui seront adressés sur cette adresse-là. Il n'y a aucun souci, mais en aucun cas je ne pourrai continuer à répondre au téléphone. Ce n'est plus possible, ce n'est plus gérable d'un point de vue humain. Donc j'espère que pour les personnes qui n'ont pas Internet ou qui ne sont pas en capacité, elles pourront trouver dans leur voisinage des amis, des voisins, des membres de leur famille qui maîtrisent Internet et qui peuvent télécharger pour ces personnes-là et avoir un minimum de solidarité pour que chacun puisse avoir accès aux documents. Et donc par rapport à l'action collective, c'est pareil, je donnerai des renseignements par mail s'il le faut, en donnant les numéros de téléphone si vous ne les retenez pas ou d'autres indications, mais je ne pourrai pas répondre au téléphone. Alors qu'est-ce qu'on disait sur la possibilité de s'inscrire? Donc oui, vous pouvez demander à un proche, c'est ça vous dites. Et il y a aussi donc procédure par voie postale. Juste je précise que bon, on a des frais importants en tant que cabinet avocat quand on fonctionne. Donc là il y a un petit montant en plus qui est de 22 € quand on s'inscrit par voie postale pour pouvoir prendre en charge les frais que ça génère. Voilà, c'est un peu. Alors je voulais revenir sur quelques arguments adverses par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur les rapports. Il y en a un qu'on n'évoque pas souvent. Moi je viens d'Indre-et-Loire et j'aime bien l'évoquer parce que c'est le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire qui l'a rendu. C'était sur 1500 foyers, c'était un des deux bassins d'expérimentation du Linky avec Lyon. Et c'est par rapport au fait qu'Enedis nous dit mais le refus il est que de 2,6%. Ça c'est une donnée Enedis et c'était en août 2016, donc pendant les congés et puis avant que la fronde Linky augmente encore. Dans ce rapport du Ciel, syndicat d'Indre-et-Loire, on a 61% de consommateurs qui se disent pas convaincus par l'utilité du compteur. Donc bon, je sais bien qu'entre ne pas être convaincu et le refuser, il y a sûrement une différence, mais quand on voit aussi la manière avec laquelle, qui est parfois agressive, en tout cas dans ce qu'on nous rapporte, Enedis relance les consommateurs pour avoir ce compteur. Là, je crois que vous avez eu pas mal de relances téléphoniques. Oui. Et on a donc un taux de refus qui est manifestement volontairement sous-estimé par l'adversaire. Tout dépend finalement de comment on définit le refus. Est-ce que c'est le refus acharné avec constat d'huissier, parpaing devant le compteur ou grille en métal, ou est-ce que c'est juste la personne qui dit je ne préfère pas avoir ce compteur, merci de respecter mon choix.
Donc sur ces rapports, il y a également le rapport du CGEDD, donc c'était janvier 2017 pour reprendre. J'aimerais rappeler le contexte de ces rapports, parce que votre adversaire les brandit en disant on a ces rapports, ils disent que tout va bien. Un, ils disent pas du tout que tout va bien, et deux, il faut quand même rappeler que le Linky c'est un projet gouvernemental. On avait une preuve très simple, c'est le fait que ce soit les préfets qui attaquent les décisions des maires. C'est vrai qu'Enedis est présent dans la procédure, elle se joint à la procédure, mais au départ, ce sont les préfets qui décident d'attaquer les maires qui ont pris cette décision. Et le préfet, il est sous l'autorité, il est sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc c'est gouvernemental, quels que soient les 3 gouvernements en cause qui se sont succédés. Et donc ces agences, c'est pareil. Le Conseil général de l'environnement et du développement durable ou l'ANSES, elles sont sous tutelle d'un des ministères ou de plusieurs ministères. L'ANSES est évidemment sous tutelle, entre autres, du ministère de la Santé. Donc quand vous avez un projet gouvernemental, c'est pas non plus totalement incohérent que les agences soutiennent ce projet. De facto, je vous dis pas qu'ils ont été contraints, pieds et poings liés, de rédiger un rapport, mais il y a quand même une certaine globalité, un sens qui ressort de ces rapports. C'est un projet gouvernemental et il faut le soutenir. Voilà. Pour exemple, des fois on voit un petit peu qu'ils ont, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Dans le CGEDD, on nous dit il y a l'électro-hypersensibilité, c'est vrai, mais c'est reconnu d'ailleurs dans tel pays du Nord, mais il appartient pas au Conseil général de l'environnement et du développement durable de statuer sur cette question. Mais c'est un petit peu surprenant quand même, à partir du moment où des personnes disent qu'elles sont devenues électro-hypersensibles depuis qu'elles ont le compteur, et que d'autres personnes qui l'étaient déjà avant ont constaté que les fréquences du courant porteur en ligne, donc de 35 à 95 kHz à peu près, leur causaient des soucis, peut-être qu'il faudrait inverser la situation. Et c'est parce que ce n'est pas fait qu'on va voir le juge pour inverser cette situation. L'objet de la procédure, en effet, on ne peut pas obtenir en urgence un jugement définitif. On va devant le juge de l'urgence qui va prendre une décision de référé qui provisoirement peut renverser la chose. C'est-à-dire que comme Enedis passe en force malgré votre refus, l'objectif c'est qu'un juge qui lui peut contraindre l'adversaire, au besoin sous astreinte, c'est-à-dire une sorte d'amende que l'adversaire va devoir payer à chaque infraction qu'il commettra par rapport au jugement qui sera rendu s'il est rendu en votre faveur, à ce moment-là, le Enedis n'a plus le choix. C'est l'objectif de renverser cette situation. Après, il peut y avoir, c'est mon rôle aussi de vous informer là-dessus, il peut y avoir des rebondissements. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette décision, Enedis peut très bien se dire, bon, ces 1000 personnes-là, je ne fais rien, c'est pas la peine d'alimenter les médias, etc. Enfin, pour telle ou telle raison, ils peuvent décider de s'arrêter. Dans ce cas, pour vous, le provisoire peut durer très longtemps en droit. Mais ils peuvent aussi dire, très bien, nous, on va saisir le juge du fond et faire un procès pour dire, ah non, le juge des référés s'était trompé et maintenant, il faut renverser cette décision et obliger les gens à avoir un compteur qui émet, enfin, un ordinateur ou un compteur connecté, on va dire, qui émet du CPL et qui est capable d'analyser ce qui se passe dans le foyer. Voilà, simplement pour préciser un petit peu le contexte de ces agences. Donc, sur la vie privée, j'avais utilisé cette image qui était d'expliquer, en fait, c'est un cheval de Troie qu'on vous pose. C'est assez simple à comprendre. On a besoin de savoir ce qui se passe dans votre foyer parce qu'on veut devenir, nous, Enedis, un opérateur Big Data, et on pose ce cheval de Troie sur votre ligne de courant électrique parce que c'est le reflet, donc, comme je le disais tout à l'heure, de beaucoup de choses qui peuvent se passer dans la maison. Mais il y a une petite surprise donc, c'est quand même que ce cheval de Troie, on ne connaît pas le contenu à l'avance. Les guerriers, en quelque sorte, qui sont dedans, sont interchangeables puisque ce compteur est reprogrammable à distance, comme je l'expliquais. Et ça, c'est un point important parce que les spécialistes sont tombés tout de suite dans le panneau. Ils ont dit « Ah, mais regardez, la CNIL a dit c'est bon, tant que c'est 10 minutes ou 30 minutes, le relevé, etc. » Le problème, il n'est pas essentiellement là. Il n'est pas de savoir si ça porte pas suffisamment atteinte à votre vie privée ou que si ça y porte suffisamment. Le problème, c'est qu'on vous pose un matériel qui a des capacités extraordinaires, qui est reprogrammable au gré des envies de votre adversaire avec les régulations qu'il peut y avoir autour. Mais le projet est évidemment d'aller dans ce sens-là, d'une captation de ce qui se passe à l'intérieur du logement, et c'est ça qui, à notre sens, est manifestement illicite. Ça nécessite, cet objet connecté, à notre sens, il nécessite l'accord du client qui en bénéficie, si je puis dire, ou qui le subit selon le point de vue qu'on a sur la chose.
Voilà ce que je peux vous dire sur le respect de la vie privée, mais après, s'il y a des questions ensuite, Par rapport à ça, je voulais juste intervenir, donc j'ai pas eu le temps de scanner ce document sur Internet via Calameo. C'est un document qui émane d'Enedis en liaison avec l'ADEME et Douai. C'est une réunion du CERDD du 24/3/2017. Et pour ceux qui auraient quand même un doute par rapport à tout ce qu'on peut raconter sur le Big Data, Enedis, et c'est simplement une impression, donc je n'ai absolument rien marqué sur ce papier. Enedis, également opérateur Big Data pour assurer sa mission d'énabler, donc je ne connaissais même pas ce verbe, et acteur de la transition énergétique. Donc service Big Data, data scientist et promotion de l'usage des données. Tout, absolument tout est expliqué sur ce document. Que vont-ils faire de nos données personnelles? Donc ils vont pouvoir les transmettre pour nous particuliers sur demande lorsqu'on aura Internet et un compteur Linky pour qu'on puisse surveiller au mieux notre consommation, sachant qu'on n'aura jamais une consommation réelle, mais forcément celle avec un décalage de 24 heures. Ça, c'est la première chose. En introduisant donc une distinction qui est importante entre les usagers, donc on prive ou on exclut d'office plus de 20% des Français qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne souhaitent pas l'avoir. Et pour maîtriser sa consommation énergétique, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut un boîtier ERL et il faut une plateforme Internet. Donc on est déjà dans une dichotomie entre ceux qui pourront accéder à l'information et ceux qui ne pourront pas. D'autre part, avec ces données collectées, ils vont faire ce qu'ils appellent de l'open data. Donc ça, c'est de la mise à disposition de données libres qui sont agrégées. Ensuite, on va s'adresser aux collectivités territoriales qui pourront demander un bilan énergétique, par exemple, d'un bâtiment sur lequel ils ont un contrat de fourniture, mais ça pourra également être celui qui est propriétaire du bâtiment, si ce n'est pas une collectivité territoriale, ça peut très bien être un gestionnaire de parc locatif. Et ensuite, le dernier point, donc, ce sera des agrégats Linky, qui seront utiles aux acteurs souhaitant cibler ou valider des actions liées à la transition énergétique, avec des schémas qui portent sur la consommation moyenne journalière, entre zones géographiques, entre segments de clients, entre clients de même type et entre périodes de l'année. Donc ça, c'est destiné aux startups et aux sociétés qui vont vous solliciter et qui pourront savoir très finement, avec la Maliris telle qu'elle est rendue aujourd'hui sur un territoire, quelle est votre consommation, de quoi vous avez éventuellement besoin. En cas de forte chaleur, on vous vendra peut-être un climatiseur connecté, ou à contrario, quand il fera froid, on pourra vous proposer des radiateurs connectés à un prix défiant toute concurrence. Et surtout, donc, on va généraliser donc le fait de pouvoir vous proposer également des offres tarifaires qui seront différentes dans une même journée. Donc ça paraît assez incroyable, mais on va assister à la même chose que ce qui s'est passé pour la téléphonie avant que ce soit régulé. Chacun des opérateurs, et ils seront nombreux, pourra vous proposer donc une offre qui sera issue de vos données à vous. Donc vous ne pourrez pas comparer avec votre voisin ou avec quelqu'un que vous connaissez cette offre-là, puisqu'elle aura été faite sur mesure pour vous. Mais qui pourra vous dire avec précision qu'elle est valable économiquement et qu'elle est justifiée? On ne pourra plus comparer facilement, il n'y aura pas de dénominateur commun, ce sera vraiment du personnel. Et en fonction du coût de revient de la production d'électricité dans la journée, vous vous retrouverez avec plusieurs tarifs de cette électricité que vous allez consommer dans une même journée. Donc ça va être extrêmement compliqué, mais ça va être un des grands débats du futur. Sur la position du gouvernement, j'ai quelque chose de beaucoup plus clair et simple. Éric Besson, 28 septembre 2011, oui, le gouvernement a décidé la généralisation du compteur Linky. Voilà. Donc c'est bien un projet gouvernemental et c'est affirmé noir sur blanc. Merci pour ce document qui est très intéressant. Alors, sur la santé, comme j'ai vu que c'était quand même finalement le motif prioritaire, mais je crois pas me tromper en disant que les personnes en présence sont pas forcément majoritairement électro-hypersensibles, mais veulent se protéger en général d'un risque sur la santé. Que nous dit l'ANSES qu'aucun effet sanitaire à court terme n'est attendu. Mais en même temps, elle nous dit autre chose qui est intéressant. Quand on dit que le rapport dit feu vert pour Linky, c'est que compte tenu d'incertitudes sur les effets sanitaires pour les fréquences mises en œuvre,
l'agence appelle à poursuivre l'étude de ces effets potentiels dans la gamme de fréquences autour du kilohertz par rapport au courant porté en ligne. Donc en gros, c'est toujours le même discours depuis 50 ans maintenant que l'effet des micro-ondes est connu. Il y avait un agrégat déjà d'études, de 300 études, alors c'était sur les hyperfréquences micro-ondes à la suite du problème sur les radars, c'était la marine américaine qui l'a publié, document non classifié, qui expliquait qu'il y avait un certain nombre de symptômes qui étaient rattachés, non spécifiquement, mais corrélativement dans le temps à l'usage des micro-ondes, notamment pour les radaristes, et les besoins de l'industrie évoluant, se rendant compte que les champs électromagnétiques, il y avait un enjeu considérable, il y a eu beaucoup de contre-études pour essayer de créer une absence de consensus scientifique. Je crois que c'est ça qu'on peut aujourd'hui dire et reconnaître, c'est une absence de consensus scientifique. Mais je crois qu'on peut aller plus loin, critiquer cette absence de consensus et dire que ce consensus, il n'arrivera jamais en réalité. Il y aura toujours des études qui continueront, et on en est maintenant non plus à 300 mais à 3000, il y aura toujours des études qui démontreront qu'il y a des effets, et d'autres qui contesteront ces effets. Ce sont plus généralement celles financées par des opérateurs de télécommunications. Et donc, dans ce contexte-là, il est impossible d'obtenir un consensus scientifique. On a vu ce que ça a donné pour l'amiante, en termes de nombre de dizaines d'années passées à contester ce consensus pour finalement ils l'obtiennent. Le problème, c'est que là, l'enjeu industriel qu'il y a derrière, pour un usage illimité des ondes, nos clients ne demandent pas de tout annuler, tout arrêter. Ils demandent un usage modéré qui ne porte pas atteinte de façon inutile et délibérée à la santé. Il y a un moment donné où il y a des personnes, il y a trop de champs électromagnétiques qui les entourent. Il y a la 5G qui arrive, et donc là on est sur ces fréquences-là. On sait que la fréquence peut jouer. Vous savez que la lumière, c'est une onde électromagnétique, c'est la même nature, et on sait bien qu'il y a une différence entre les UV, même les différents types d'UV, et la lumière, le spectre normal de la lumière visible. Il y en a qui ont des effets cancérogènes reconnus à moyen terme, et d'autres qui ont des effets en cas vraiment de surexposition. On sait aussi que la sensibilité des personnes à cette lumière du soleil, elle varie. Il y a des personnes qui, après une demi-heure de soleil, sont brûlées, et d'autres qui résistent très bien à une exposition quotidienne, voire permanente. Donc, dans cette différence-là, on a repéré, on a constaté, ça ce sont les faits, c'est pas le consensus scientifique, c'est une partie de la science, notamment les travaux du professeur Belpom, mais il y en a d'autres à l'étranger, qui ont constaté qu'il y a des personnes qui devenaient intolérantes aux champs électromagnétiques. Parfois, à la suite, alors là, les causes sont discutées, la causalité, elle n'est pas encore établie. Il y a des suspicions sur certains vaccins, sur les produits qui seraient contenus dans l'aluminium. Ça, c'est par rapport à certains constats de certains chercheurs, c'est pas encore suffisamment étayé. Il y en a qui l'ont constaté à la suite du remplacement de certains matériaux chirurgicaux, dentaires ou prothèses, etc. Et la plupart de ces personnes électro-hypersensibles ont vécu, en général, en plus de ça, c'est très probablement multifactoriel, une surexposition au champ électromagnétique à un moment donné. Soit une nouvelle antenne relais qui est arrivée, soit un nouveau matériel utilisé, etc. Et pour certaines personnes, plus rares, donc dans ce qu'elles rapportent, notamment la presse en a fait écho sur certaines personnes qui sont devenues électro-hypersensibles à la suite de la pose du compteur. Voilà. Bon. Ça, c'est les faits, et c'est ça qui motive la saisine du juge pour demander à Enedis de cesser ces émissions de CPL quasi permanentes. Là, on a un graphique, donc l'autre, je le trouvais plus parlant, celui d'avant. Voilà, celui-là. Ça, c'est la nuit, ça. Donc ça, c'est un relevé la nuit, de 18h30 à tôt le matin, 8h30. Et c'est le relevé des émissions de CPL. Donc, vous ne voyez peut-être pas forcément très bien. Il y a le bruit de fond, en quelque sorte, et il y a les émissions des compteurs qui sont en plus. Parce qu'en fait, ces compteurs, ils ne... Sinon, on peut le mettre... Ces compteurs, je vais expliquer. Ces compteurs, en fait, ils n'émettent pas 1 minute par jour, comme l'a prétendu votre adversaire. Ils émettent de façon quasi permanente. Et ce qu'a oublié de préciser votre adversaire, c'est qu'ils partagent, par grappe de compteurs, ils partagent le même réseau. Et on constate, mais ça maintenant, avec le rapport du CSTP, on a des documents, on va dire, officiels qui permettent de l'accréditer. Puisqu'avant, on n'avait que les témoignages d'électro-hypersensibles qui disaient « mais j'ai pas le Linky, mes voisins l'ont et je suis quand même tombé malade, comment ça se fait ?» Là maintenant, on a des relevés officiels qui montrent qu'effectivement, quand les voisins l'ont, il y a le CPL qui se diffuse dans tout le réseau. Alors, a priori, à de faibles valeurs, mais ça reste à démontrer parce que les conditions de mesure, même dans ce rapport, n'ont pas été suffisamment développées. Notamment, monsieur vous expliquait tout à l'heure le problème de l'écartement des fils et
et du torsadage. Alors je rentre dans des détails un tout petit peu techniques, mais quand des personnes ont ce qu'on appelle un va-et-vient en électricité qui permet d'allumer la lumière à un bout de la pièce et de l'éteindre à l'autre, des fois il y a la phase qui va faire tout le tour de la pièce et puis le nôtre qui va faire l'autre passage. Donc des fils très écartés, et à ce moment-là, on sait que les champs magnétiques sont plus forts. C'est ce qu'on constate très facilement sur le 50 Hz, les champs électriques avant pose du Linky. Et donc, ce rapport ne précise pas bien. D'ailleurs, il y a une photo qui est assez choquante parce qu'on voit justement une mesure d'un champ magnétique. Ils ont pris un câble où les fils sont juste à côté. Sauf que la réalité de vos logements, c'est qu'il y a aussi des gaines électriques où les fils peuvent être un peu plus écartés, ou voire des baguettes, les baguettes blanches, qu'on voit sur les murs, qui des fois sont plus larges et des fois les fils sont très écartés. Et des fois, c'est assez près des lieux où on reste quand on mange, quand on dort, etc. Donc, les mesures de faible niveau, à mon avis, restent encore contestables.